C'est un peu bizarre, je parle dans un micro, mais c'est justement parce qu'on a l'honneur d'avoir Webcaster avec nous ce soir pour nous accueillir ici au Wojo. On est ravis de vous avoir tous et toutes ici avec nous. En plus, c'est le dernier de la saison. On a relancé ça depuis la rentrée dernière avec Caroline et c'est hyper agréable de voir plein de gens qui reviennent, des gens qui nous ont soutenus depuis le début et vous prenez plaisir à revenir à chaque fois. Donc merci parce que c'est vraiment ça qui nous donne de l'énergie à chaque fois pour tout organiser. Et on a voulu quand même se challenger un peu nous-mêmes ce soir parce qu'on avait fait des talks jusqu'ici et ce soir ça va être plus collaboratif, un peu comme le produit, quoi. On va faire une table ronde. Et du coup, on a 2 intervenants autour d'un sujet qui nous tenait à cœur et dont on n'avait pas du tout parlé la dernière fois. Et on s'est dit, après PayFit, il faut quelque chose de complètement différent. Et du coup, on va parler d'entrepreneuriat, de product et comment on allie un peu tout ça autour de toutes les compétences dont on a besoin pour ça. Donc, on est ravis d'avoir Anne-Laure et Quentin avec nous ce soir. Et puis, toujours avec le Wojo qui nous accueille dans ce bel amphi. Voilà. Bienvenue tout le monde. Juste un petit mot sur l'asso French Produit avant de démarrer. Donc c'est le nouveau nom de la ProductConf qui rassemble tous les parties régionales en fait, de la ProductConf. Côté organisation pour le Rhône-Alpes, donc Marion, qui est cofondatrice de Pachamama, agent de Product People, Sylvain Ramos qui est VP Product et moi-même CPO chez EDF Store & Forecast. Donc très rapidement, en fait, nous, notre mission, c'est de travailler autour de la communauté produit. Donc il y a un Slack sur lequel il y a beaucoup d'infos et vous pouvez vous inscrire. Et on travaille sur l'animation du chapter régional. Et donc avec Marion, on s'occupe de tout ce qui est organisation des meet-up. Voilà. Et pour ce soir, le programme. Ce qui est intéressant, c'est surtout nos 2 invités. Et puis le programme, pour le coup, autant on a changé de format et on part sur la table ronde, autant la tireuse à bière fonctionne. Et croyez-moi, pour l'apéro, c'était pas gagné. On y a passé du temps cet après-midi. Voilà, ils sont pas là les gens du Wojo, mais ils nous ont beaucoup aidés aussi. Et comme d'habitude, par contre, ce qui est important, c'est que vous puissiez poser vos questions aussi vous-même. Donc on se garde toujours un petit temps, même après la table ronde. Gardez vos questions dans un coin de la tête parce qu'il y en aura à la fin aussi. Qui c'est qu'on présente en premier ? C'est Quentin. Ouais. Ok. Donc ce soir avec nous, on a 2 profils hyper complémentaires. Parce qu'on a Quentin qui a plutôt un background technique à la base. Et par contre, le point commun qu'ils ont tous les deux, c'est qu'ils sont touche à tout. Ils aiment apprendre plein de choses. Et du coup, ils maîtrisent pas mal de compétences. Et Quentin, en fait, c'est un serial entrepreneur. Il a fait pas mal de boîtes différentes avant de monter Caption il y a peu. Et il vous présentera Caption pour que vous puissiez en savoir plus. Et Anne-Laure, elle a un background plus différent, un peu plus orienté marketing, on va dire, un peu plus UI, un peu plus science, user research, etc. Mais pareil, elle s'intéresse à plein de trucs et elle apprend hyper vite aussi, par elle-même hyper autodidacte. Serial entrepreneur aussi. Ce qui est hyper intéressant pour nous aussi, c'est qu'ils sont à des phases différentes de leur projet. Ils les ont abordés par des façons différentes et du coup, tous les 2 dans le software, parce que globalement, c'est aussi ce qui nous rassemble aussi. Et donc, normalement, que vous soyez PM, il y a quelques designers, il y a quelques entrepreneurs, ça devrait être hyper intéressant pour tout le monde. Voilà. Et du coup, c'est Caroline qui va animer cette table ronde. Pour vous ce soir, pour que vous puissiez avoir un super échange. Merci Marion. Oui, c'est cadeau. Merci. Avant de démarrer sur la table ronde, on s'est dit que c'était intéressant que chacun de nos intervenants vous présente leurs produits. Donc la mission, la roadmap et un petit visuel que vous ayez ça en tête pendant les questions. Donc on commence par Anne-Laure et Cocoum. C'est moi qui commence. Alors j'ai toutes mes notes, donc je vais pouvoir tout vous dire. J'ai amené mon cahier spécial intervention. Alors, Cocoum, c'est un outil de co-construction de la com interne. Vous allez me dire, com interne, ok, il y a plein d'outils collaboratifs. On travaille vraiment sur, pas la collaboration, mais la communication. Et l'enjeu de base, c'était de le rendre co-construit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore très descendant. Et notre enjeu à nous, c'est de le rendre ascendant et transversal. Sur les chiffres, ensuite, l'historique, on a monté ça il y a super longtemps. Donc je suis là pas pour une conf de « Waouh, c'est super, on a tout éclaté, on a des trucs super cool, mais on n'a pas trouvé notre acquisition. » Et donc voilà, nous, c'est notre point dur à nous.
Ce qui nous a bien boosté, c'est l'intégration dans Teams. Hein. Quand on a un outil qu'on s'intègre avec une plateforme comme Teams, c'est quand même pas mal. Ce qui est très cool pour nous, c'est que donc, on a réussi à avoir rapidement nos early adopters et on a une croissance molle. Mais ces utilisateurs sont là, sont actifs. On a réussi par contre à craquer la création de valeur pour nos clients. Aujourd'hui, on n'a pas de churn quasiment et on a un taux de rédacteurs, ce qui est important pour nous, de 12 à 55%, sachant que sur le marché, c'est 3%. Donc je rappelle, taux de rédacteurs, dans un outil de com interne, on a jusqu'à 55% des collaborateurs qui publient de l'information dans notre outil, dans des grands groupes comme Generali. Ah oui, alors ensuite... Donc voilà, ça c'est notre appli dans Teams. Donc comme c'est ouvert à tous, tout le monde voit tout le monde peut publier. C'est un point qui est quand même très important pour nous. Ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est que l'utilisateur, que le collaborateur qui consulte ait déjà plein de façons pour lui de filtrer, trier l'info, de choisir ce qu'il va recevoir, ce qu'il va voir, de ne pas avoir trop de notifications. Là, on lutte vraiment contre l'infobésité finalement. Ensuite, comme tous ces collaborateurs peuvent contribuer, on a aussi beaucoup travaillé la partie création, rédaction. Et donc pour ça, pour éviter le syndrome de la page blanche, on a aussi beaucoup travaillé le cadre, les templates, des blocs. La rédaction, c'est finalement quelque chose qu'on a fait d'assez contraignant. Et bien bizarrement, c'est ça qui rassure et c'est ça qui guide. Ensuite, au-delà de ça, on a fait des fonctionnalités un petit peu au-dessus. Donc, tout le monde contribue, tout le monde peut tout voir, tout le monde peut filtrer, ok. Mais ensuite, les directeurs, donc DG, directeur de la com, directeur market, peuvent eux aussi ensuite plutôt jouer le rôle de chef d'orchestre. Ils vont être là pour structurer l'info facilement, pour aller créer des newsletters et pour animer des communautés. Voilà notre outil. Non, merde. Bonjour à tous. Du coup, Caption, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une plateforme qu'on a lancée en 2021 et qui permet en fait d'investir dans des startups qui sont de mon côté. La problématique de départ, c'était qu'il y a plein d'actionnaires de startups qui ont des valorisations qui sont de plus en plus importantes. On a plein d'actionnaires potentiels qui ont des BSPCE, c'est des salariés par exemple, aussi des fondateurs. Et d'un autre côté, on a plein d'investisseurs particuliers, peut-être vous, qui utilisez des Blablacar, des Payfit, des Ledger et qui aimeraient potentiellement rentrer dans ces aventures. Et du coup, on a créé une marketplace qui permet de faire rencontrer ces deux mondes pour pouvoir investir dans les startups à partir de 2 000 €. Quelques dates clés et quelques chiffres. Donc on a lancé la plateforme en mars 2021 avec deux autres associés dont Lucas Mesquita qui est au premier rang. Voilà, donc en gros, ce lancement-là, bêta, c'était vraiment auprès d'une communauté très restreinte puisque c'était que des investisseurs qualifiés, c'est-à-dire des investisseurs qui ont un certain patrimoine. Et après l'obtention d'un statut qu'on appelle agent lié de PSI, on a pu ouvrir à tous les particuliers en septembre 2021. Et là, en fait, depuis septembre 2021, aujourd'hui, on a 18 000 investisseurs inscrits. On a un peu plus de 20 millions d'euros de transactions côté acheteur et côté vendeur. Et aujourd'hui, on a des ventes qui se font assez rapidement puisque c'est des valeurs et des produits financiers qui sont assez rares. Donc pour donner un petit exemple, la dernière vente Ledger qu'on a faite sur Caption, il y a un peu plus d'1 million d'euros qui sont partis en 15 minutes. Donc voilà, souvent il faut qu'ils soient assez alertes. Et dernier chiffre qu'on aime bien, c'est on a fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps qui est un peu spéciale puisqu'en fait on a fait rentrer tous nos investisseurs dans notre capital, pas de VC, pas de gros business angels. Donc on a 380 investisseurs qui sont rentrés à notre capital. Ça va faire des bonnes soirées et voilà, donc du coup on a levé 2 millions d'euros auprès d'eux. Une petite preview du produit. Le vrai challenge avec Caption, c'est de créer une plateforme qui est assez fluide pour des investisseurs qui sont particuliers, qui n'ont pas forcément l'habitude d'investir dans ce qu'on appelle du private equity, mais dans laquelle ils peuvent retrouver un maximum d'informations tout en étant sécurisés. Donc il y a toute une partie notamment KYC qui est très importante et sur chaque profil de startup, ils peuvent retrouver des médias, des analyses, l'equity story, un bon nombre d'informations qui vont permettre de se positionner ou non sur une startup en fonction de leur choix. Ils peuvent suivre leur portfolio, ils peuvent suivre leurs investissements et ils peuvent aussi poser des options sur certains secteurs, certaines sociétés dans lesquelles ils aimeraient investir demain.
Hop. Du coup, là, on va passer en mode table ronde. Donc, je vais faire d'abord mes questions, puis après, vous pourrez poser toutes vos questions. Puis, il y a l'apéro aussi. On va commencer par le début et par la construction de la MVP. Tous les deux, quelle a été votre philosophie de construction de la MVP? Est-ce que vous êtes lancé vite? Est-ce que vous avez attendu d'avoir un produit stable pour vous lancer? Alors, moi, ma vision du MVP, c'est que ça doit sortir le plus vite possible. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et j'entends tous les arguments. Mais pour moi, en fait, le meilleur test, c'est vraiment les utilisateurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait une MVP, on va dire, assez sobre, classique, avec des briques, des modules qu'on avait déjà utilisés par le passé, par exemple. Et on a lancé assez rapidement les fonctionnalités qui étaient clés pour voir s'il y avait une traction, si les fonctionnalités étaient bonnes ou pas. Donc voilà, moi en tout cas, en tant que tel, on a lancé assez rapidement. Pour vous dire, on a commencé à discuter du projet avec Lucas et Mathieu, c'était en août 2020. On a lancé vraiment une MVP, c'était 1 mois et demi plus tard, pour pouvoir justement tester assez rapidement et ensuite onboarder nos premiers investisseurs qualifiés en début 2021. Alors nous, on a mis quand même un petit peu plus de temps. On a vu une problématique, c'est que l'acheteur n'était pas forcément l'utilisateur et un acheteur qui s'engage à utiliser un outil de com interne et qui l'achète pour sa boîte, il a quand même un gros enjeu. Il ne peut pas fournir un outil dégueulasse. Et on s'est vraiment concentré sur comment est-ce qu'on va essayer de délivrer l'essentiel de la substantifique moelle des fonctionnalités qui sont attendues, donc publier, regarder, globalement, c'était à peu près tout. Et ça, on s'est attaché à le faire de la façon la plus propre possible. Et on s'est vraiment attaché aussi à éliminer le plus de bugs parce qu'il ne fallait pas rompre la confiance. Nous, il fallait que l'outil soit très très simple, mais hyper propre et sans bug pour aboutir à la confiance et la transparence qu'on prenait. Oui. Et du coup, dans cette définition de la MVP, je suppose qu'il y a des choses que vous avez rejetées ou des choses que vous avez voulu lancer. Comment est-ce que vous avez fait chacun pour vous dire cette fonctionnalité, on ne l'embarque pas, ou comment l'enlever avant même d'avoir exposé la MVP à des utilisateurs? Alors du coup, je garde le micro. Alors nous, du coup, on l'a pas fait parce qu'on l'a mal fait. Il y a des fonctionnalités qu'on a embarquées et qui étaient pas bien, qu'on a jetées après, mais on les a quand même développées jusqu'au bout. Et c'est vrai que y a un vrai problème et on apporte une fausse solution. Et souvent, c'est ça la problématique. Et nous, c'était typiquement à un moment au tout début, on n'avait pas suffisamment de contributions. Et nous, l'enjeu, c'était que tout le monde participe. Et on s'est dit, mais on va alimenter en contribution avec des contenus externes, de la QVT. Ok, alors on va aller chercher des rédacteurs, et puis on va mettre ça, et puis on va mettre ça. Et on s'est rendu compte que non, en fait, le vrai problème, c'est que les gens ne contribuaient pas assez. Il fallait qu'on règle ça. Il ne fallait pas qu'on mette une fonctionnalité qui n'avait rien à voir pour pallier un problème. Et nous, de notre côté, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé vraiment les bases. On s'est dit, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? En tant que vendeur aussi sur la plateforme, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On a fait notre petit board, on a dit, OK, ces fonctionnalités, on les aimerait. Peut-être la fonctionnalité sur laquelle on a le plus bossé, c'était un carnet d'ordre quasiment boursier, où on s'est dit, OK, il faut qu'il y ait une double vision avec les acheteurs qui voient à peu près les ordres de vente, les vendeurs qui voient à peu près les ordres d'achat. Ça a été notre plus gros fail puisqu'on l'a scratché au bout de 2 semaines. Voilà, en fait, c'est pour ça que je dis que les MVP en général, pour moi, elles doivent sortir vite. C'est que c'est vraiment, par exemple, cette fonctionnalité qui était pour nous la fonctionnalité parfaite, et en fait finalement on l'a scratché hyper rapidement. Voilà, et d'autres fonctionnalités en fait sont venues très rapidement, et le but du MVP, je pense, c'est d'être agile, d'avoir une structure assez flexible pour pouvoir itérer très rapidement au fur et à mesure des tests des utilisateurs. Ouais, je partage. Après, le problème du MVP, et j'entends ce que dit Anne-Laure, c'est que si c'est pas beau ou pas solide, ça peut aussi pas marcher. Du coup, pas les bons. Enfin, c'est un équilibre difficile à trouver, je trouve. Ouais, c'est clair. Du coup, petit détour sur le volet technique, parce que je trouve que quand on parle de construction, c'est vraiment important. En plus, vous avez des profils différents et vous avez eu des stratégies différentes. En plus, parce que entre 2017 et 2021, c'est pas forcément la même stack technique qui est dispo sur le marché. Du coup, on peut recommencer par toi, Quentin. C'était quoi ta stratégie de construction? Ouais, alors la stratégie de construction, moi je travaille sur des frameworks. Alors je sais pas s'il y a des profils techniques qui sont un peu ici, mais qui sont assez populaires sur du PHP type Laravel ou Symfony. Donc il y a des briques qu'on peut réutiliser assez facilement de projet en projet. Et moi, en fait, assez rapidement, il y a une quinzaine d'années, quand je voulais créer mes propres projets, je me suis dit, bon, tu as
plusieurs options. Soit tu prends un freelance avec lequel tu vas créer la chose, mais il y a de fortes chances que tu saches déjà pas trop ce qu'il développe. S'il part, finalement, peut-être que ta boîte, elle vaudra plus rien ensuite derrière. Soit tu t'associes avec un collègue tech, soit tu t'y mets toi-même. Moi, pour le coup, je suis intéressé par le dev, donc c'était une bonne chose. Et du coup, j'ai appris le dev en autodidacte. Voilà, il y a déjà pas mal de temps. Et ce qui nous a permis de créer ce projet-là, de créer plein de projets avant. Et je pense que mes boîtes seraient mortes 15 fois à chaque fois si j'avais pas appris ça. Après, bien sûr, il y a le no-code, etc. Mais d'une manière générale, quand il y a soit un étudiant en école de commerce, etc., qui me demande comment créer une première version d'un produit, en général, je lui dis intéresse-toi un peu au dev ou au moins au no-code pour avoir cette logique-là de comment construire un produit. Et en fait, finalement, demain, quand tu auras des teams dev, des teams produits chez toi, peut-être que tu auras une vision un peu différente sur l'intégration des features que tu auras. Et aujourd'hui, tu es encore le seul qui développe chez Caption, c'est ça? Ouais, on a une team dev qui n'est pas très, très, très importante puisque je suis moi-même dev, product et UI. Voilà, donc un peu schizophrène sur les bords. Mais voilà, alors, encore une fois, c'est possible parce que j'ai fait un certain nombre de projets avant, que j'ai développé certains modules qui me permettent encore une fois d'intégrer ça assez rapidement. Évidemment qu'à un moment, il va falloir scaler et qu'il y aura différentes parties dans le produit qu'il faudra sous-traiter. Mais pour l'instant, on a la chance d'avoir une plateforme qui ne se perd pas trop et qui permet d'avoir peu de ressources dessus. Alors moi, je ne vais pas trop parler de stack technique du coup. Moi, un point important peut-être, ça a été effectivement de bien développer à chaque fois sur la partie produit l'UI en même temps, parce que c'était mon métier, c'était ce que j'aimais. Et c'est vrai qu'on a réussi à concevoir tout le socle de base et toutes les fonctionnalités à partir, enfin vraiment en travaillant à chaque fois vraiment l'interface et la fonctionnalité en parallèle. Et ça, on le testait pas mal. Et ensuite, c'est tout. Enfin, pour la stack technique. Oui, et ce que tu peux aussi dire, c'est que toi, dans tes associés, tu avais quelqu'un qui était responsable de la partie dev. Moi, j'avais deux devs. Donc, en fait, moi, je faisais tout le reste, mais j'avais 2 super devs qui faisaient le produit au taquet. Je vais rebondir vite fait aussi. Oui. Juste sur la partie UI, en fait, d'une manière générale aussi, je pense qu'il faut s'inspirer beaucoup et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un UI designer tout de suite. Bien sûr que c'est une grosse valeur ajoutée par la suite, un gros UX designer par la suite. Évidemment que créer sa propre histoire, son propre onboarding, c'est très important. Mais truc tout bête, mais aller sur des dribbles, sur des collect UI, sur même des thèmes forest pour voir un peu comment les thèmes sont faits, c'est tout bête, ou même sur des concurrents ou je ne sais quoi. Pour s'inspirer, pour sortir rapidement un produit, vous aurez tout votre temps ensuite pour mettre votre patte, mais en tout cas sur un premier temps, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher midi à 14h. On peut vite sortir un produit sans avoir à faire trop de recherche. Ah ouais, c'est clair. Et Quentin, peut-être sur la partie technique, tu peux aussi nous dire un peu plus comment tu as construit l'analytics, parce que je sais que c'est une partie importante de la façon dont vous testez les fonctionnalités aussi, le fake it until you make it. Donc comment vous traquez ça et vous l'utilisez? Ouais, bon, déjà, j'ai lancé des projets dans le passé où je traquais absolument rien et au bout d'un moment, tu te dis ce serait cool en fait de savoir ce que font tes utilisateurs. Donc aujourd'hui, évidemment, chaque projet qu'on lance, il y a des analytics derrière. Il y a aussi parfois des petits hacks qui peuvent être intéressants. On l'a pas forcément fait avec Caption aujourd'hui dans une moindre mesure. Par exemple, sur un projet précédent, on avait intégré un Net Promoter Score qui variait en fonction des clics sur certaines features. Donc typiquement, par exemple, je sais pas, tu tapais sur Contact ou tu tapais sur cette fonctionnalité-là, ton Net Promoter Score augmentait et quand tu allais atteindre un certain score, un mail automatisé était envoyé en disant est-ce qu'on peut vous aider, est-ce que vous avez besoin, je sais pas moi, de rencontrer un commercial, etc. Et ça permet de créer du marketing automation derrière en fonction en fait de l'interaction avec les produits. Et ce que tu disais sur le fake it until you make it, ça nous est arrivé régulièrement de teaser des fonctionnalités, voir en fait le retour des utilisateurs avant même de le créer, parce que moi je suis assez fan de ça, c'est que ça te permet de pas le créer, de juste créer des fonctionnalités pour le fun. En fait, on a tellement la tête dans le guidon que parfois on n'est même pas réaliste. Et quand tu utilises une fonctionnalité ou voir que tu la mets sur ta plateforme, tu mets le bouton et tu vois le nombre de personnes qui cliquent dessus, tu te rends compte de la traction potentielle que tu as sur cette fonctionnalité que tu as rêvé pendant des nuits et des nuits, quoi. Donc voilà, donc le fake it until you make it, c'est à peu près ça pour moi, ma vision. Évidemment, après, il faut que parfois ça sorte. mais voilà, en tout cas, c'est ça.
Oui, et c'est peut-être la différence, toi, Anne-Laure, aussi, le fait d'avoir lancé en 2017, il n'y avait pas la même facilité peut-être à mettre de l'analytique sur sa plateforme. Alors, ça se faisait, hein, ça existait quand même, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas fait ou on ne l'a pas fait suffisamment. Il y a 2 trucs, nous, quand même, sur l'analytique. C'est que, au départ, on ne regardait pas forcément les bonnes métriques. Comme je l'ai dit là, après, la métrique qui compte le plus pour nous, c'est le nombre de personnes qui contribuent. C'est pas forcément la première à laquelle on pense quand on monte ce type de plateforme. Et après, ce qu'on a fait aussi, nous, c'était pour l'onboarding. Parce qu'on n'avait pas d'onboarding, c'est très compliqué de faire un onboarding qui va générer de l'engagement et qui va vraiment apporter la philosophie du produit. Et donc j'avais fait ça en live, je me souviens, chez Generali lors de la première vente. Generali, machin, mais quand vous garantissez l'onboarding, on a des formations. Et donc on avait comme ça inventé tout un parcours de formation hyper marketé avec les audacieux, les curieux, les harmonieux. Et finalement, toute cette partie produit, on l'a fait au départ de façon humaine. Et ensuite, on a vu que finalement, quand on avait compris la philosophie et qu'on avait compris ce qui générait de l'engagement dans notre produit, on ne l'a pas fait en onboarding, juste on l'expliquait, on accompagnait les clients et ça fonctionnait ensuite pour les autres. Et du coup, on a la MVP, on pense qu'elle est à peu près bien, on va la confronter au marché. Comment est-ce qu'on se lance ? Est-ce que vous avez utilisé des stratégies ? Donc, tu parlais tout à l'heure des early adopters. Vous avez tous les deux des besoins d'une certaine communauté pour générer de l'attraction sur la plateforme. Comment vous avez fait chacun d'entre vous ? Alors nous, au départ, on a fait quand même des interviews, mais ça a ses limites. Parce que quand tu fais des interviews, alors tu vas interviewer pas le monde. Donc déjà, tu interviews ta famille. Donc du coup, ils trouvent ça super cool. Enfin, ça dépend, pas tout le monde. Ensuite, tu vas interviewer des gens dans ton coworking, tu vas interviewer des connaissances de connaissances. La problématique qu'on a, en tout cas moi que j'ai rencontrée, c'est que les gens, ils t'achètent toi, ils achètent pas ton produit. Donc tu te confrontes pas à la réalité de est-ce que ton produit est intéressant ou pas. Et c'est un peu la même problématique que j'ai vue sur les concours. Et les concours, on s'est tous dit c'est super, je vais faire un concours, on va remporter le prix, on va avoir plein d'utilisateurs derrière. Ben non, en fait, parce que dans le concours, déjà ceux qui gagnent souvent, c'est pas ceux qui ont les meilleures réussites, parce que finalement, tu essayes de plaire à celui qui juge. Mais non, il faut plaire à ton utilisateur. Et donc ouais, ça c'est un vrai truc qui a été difficile au début et qu'on n'a pas bien fait et qu'on a trouvé par la suite. Et nous, après donc la phase vraiment de bêta où on avait 200 utilisateurs, entre guillemets, c'était assez simple puisqu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, donc on avait fait plutôt du PR, de la presse, du coup, les échos, des choses comme ça, pour pouvoir intégrer ces business angels, c'est un peu confirmé. Sur la partie grand public, c'était un peu plus fun et challengeant. Ce qu'on a fait, c'est comme Clubhouse, donc pas très original en fait. On a fait un système de parrainage où en gros chaque personne pouvait inviter 5 personnes. Et du coup il y avait un système de code et voilà. Et en fait ce truc tout bête, mine de rien, nous a vachement aidé. Quand on a lancé, c'était 28 septembre 2021, il y a eu une tonne de personnes qui ont posté de partout sur LinkedIn, sur Twitter. On avait créé un hashtag dédié et en fait tout le monde est venu comme ça. Et en fait ce qui est drôle, c'est que ça parlait plus quasiment que le nombre d'inscrits puisqu'il fallait avoir un code. Et l'avantage du code, c'est que tu appartiens à une sorte de club un peu fermé, privé, donc ça valorise un petit peu. Il y a les gens qui se la pètent, qui disent hey, moi j'ai un code, vous en voulez un, etc. Donc du coup ça c'est bien parce que ça crée encore une fois des posts, etc. Et autre chose, c'est que ça favorise des articles derrière. Typiquement, quand Lucas est passé à BFM, ils ont dit en gros, donnez-nous à la fin votre code et comme ça, nous, on le donnera à nos auditeurs. Et voilà, ce genre de choses-là, c'est hyper intéressant parce que déjà, ça fait une montée en prod qui est, on va dire, assez légère. On n'a pas besoin d'avoir tout de suite 5000 utilisateurs et de voir ces serveurs cracher parce qu'il y a trop de personnes dessus. Et ça crée un peu de frustration. La seule complexité, c'est de savoir quand est-ce que cette frustration doit s'arrêter. Pour moi, par exemple, un Clubhouse, alors, j'ai rien à leur apprendre parce qu'ils sont quand même très très forts, mais un Clubhouse, par exemple, ça a été un peu trop tard à mon avis parce que voilà, aujourd'hui, en fait, qui est sur Clubhouse aujourd'hui ? Je sais pas, dans la salle. Pas des masses quoi. Ils ont créé cette frustration beaucoup trop longue, d'abord sur iPhone et puis ensuite club fermé encore une fois. Et voilà, donc nous, le jour où on a vu qu'il y a commencé à avoir un petit drop sur le nombre d'utilisateurs qui s'inscrivaient, on a dit ok, on cut. Et on a cuté ça en un jour, même en un soir. On s'est dit allez, let's go, on cut. Et voilà, ça a duré un mois à peu près et ça nous a permis en tout cas d'avoir toute cette première vague de bêta-testeurs et ça nous a permis d'itérer aussi sur le produit. Et ça a été une super première période.
Et du coup, Anne-Laure, elle nous parlait de comment elle a marketé l'onboarding, etc. Est-ce que vous avez intégré aussi le marketing dès le début du lancement ? Ouais, en fait, cette partie parrainage, produit, etc., on est obligé évidemment de la parrainer, de la marketer et de la penser en produit. On a fait varier le nombre de personnes qu'on pouvait inviter. Voilà, donc forcément dans le produit, t'y penses. Et puis évidemment, encore une fois, il y a toute cette partie analytics où savoir si ça dropait, savoir si les fonctionnalités étaient bien utilisées, etc. Donc ouais, tout ça, t'y penses évidemment quand tu fais ton produit. Après, sincèrement, cette décision, on l'a pensée quand même en last minute. Et donc du coup, on l'a intégrée en quelques jours en se disant, ok, c'est la bonne chose à faire. Du coup, vous avez tous les deux la casquette product en plus de associés. Je propose de parler un peu de ça, notamment comment vous êtes tous les deux dans une équipe restreinte d'associés, en tout cas au démarrage. Comment est-ce qu'on fait pour construire la roadmap quand on est tout seul au produit et avec qui on la confronte et comment on la confronte ? On devient schizophrène, tout simplement, je pense. Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué de faire ça. Moi, c'était pas la principale difficulté que j'ai eue parce que, comme je vous l'ai dit, les autres cofondateurs étaient des devs et du coup, la difficulté que j'ai eue, c'était de faire le produit, le market et les ventes. Après, l'investissement aussi, mais ça faisait un petit peu beaucoup. Et ça a été plus ça, moi, ma problématique. C'était même pas forcément de confronter la vision produit parce que c'était des devs, ils avaient une bonne vision. En plus, il y en avait un qui est toujours docteur en ergonomie, donc ça m'a aidé, mais c'était très compliqué de dire ok, je crée de la valeur avec un produit, je présente cette valeur avec le market et ensuite je vais aller la vendre et suivant ce qu'ils me disent, je vais faire des boucles moi-même, toute seule avec moi-même et ça c'était vraiment le pire. Ouais. Donc toi tu recommanderais pas d'avoir la casquette sales en plus de produits ? Ouais, c'est pas, je sais pas si c'est complètement gênant, mais je pense qu'il faut pas avoir plus de 2 casquettes. À mon avis c'est le max. Dès que tu dépasses 2, après tu te perds. Et nous, on est encore petit, donc voilà, on est 10 personnes. On a la chance d'être en direct avec nos utilisateurs, d'être en direct avec chaque personne aussi. Lucas et Mathieu ont 2 profils différents, plus financiers, juridiques, sales. Et du coup, en fait, souvent, on se pose encore une fois ensemble pour connaître les grandes lignes de la roadmap. Et après, en fait, la plupart des itérations viennent vraiment de nos utilisateurs. Alors, il y a ce côté un petit peu égo quand tu as un petit feedback d'un utilisateur qui dit le bouton, il est pas bien là, on comprend pas, etc. Tu mets un peu ton égo de côté et puis 2-3 heures après, tu dis bon, ok, il a raison. Et tu fais le dev, évidemment. Mais voilà, et pour ce qui est des premières features, etc., la plupart du temps, quand je développe quelque chose, en fait, mes premiers bêta-testeurs, c'est eux. En gros, je leur envoie le produit. Et eux pourront me dire s'ils trouvent ça bien, s'ils trouvent ça pas bien, c'est pas, en tout cas si le réflexe c'est pas bon. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est un peu le dev surprise, c'est de livrer une feature en disant tiens, va tester ça. Et je leur fais des petites vidéos le soir à 2h du mat en disant tiens voilà, j'ai sorti ça, comment tu le sens. Et voilà, et pour moi c'est la meilleure des tests parce que en général ils veulent que la boîte elle fonctionne quand même. Et donc, du coup, ils vont toujours aller chercher ce qu'il y a de plus intuitif dans les features. Voilà, donc mes premiers bêta-testeurs, finalement, c'est ma team et mes associés. Ouais, donc pour la partie roadmap, tu pars du besoin utilisateur et après, tu te challenges en leur développant des fonctionnalités et pour voir comment eux, ils réagissent à ça et comment vous arbitrez sur la priorisation après. C'est ça. Et en plus, c'est tout bête, mais quand tu as un feedback utilisateur, que tu as le sales potentiel qui dit ah oui, on va le mettre dans notre roadmap. En général, ça veut dire bon, je verrai jamais la couleur de cette feature. Et nous, ils la voient 2 jours après, quoi. Et ça, en fait, ça crée de la proximité avec les utilisateurs parce qu'ils se disent putain, mais en fait, je suis écouté. Et aujourd'hui, par exemple, dans nos 18 000 inscrits, 65% sont des personnes qui viennent par le bouche à oreille. Vraiment, on a énormément de parrainage parce qu'ils se sentent valorisés, notamment sur le produit. Ah oui. C'est vrai que pour toi, Anne-Laure, ça n'a pas dû être simple du coup d'arbitrer de dire aux gens qui achetaient potentiellement ça, je ne mets pas dans la roadmap ce feedback que vous me faites. Parce que, si, tout allait, parce que moi, quand j'y étais, j'avais ma casquette sale. Non, mais si, c'est bon, ça va être développé, c'est top. Non, mais c'est prévu à 5 ans, c'est sûr que c'est dedans. Et c'était toute la difficulté parce que du coup, j'avais effectivement les arguments clients, les objections clients. Et est-ce que c'était une objection ou un frein ? Ça, c'est hyper important de déterminer ça. Alors, quand tu es sales et PM, c'est vrai que tu as cet avantage-là. C'est de pouvoir, non, parce que justement, c'est assez compliqué à faire, c'est de dire, ok, est-ce que ce qu'il me dit, c'est une objection ?
ou est-ce que c'est un frein réel à l'utilisation? Et du coup, est-ce que si je réponds à cette objection, je vais encore une fois développer une fonctionnalité qui juste n'a pas de sens parce qu'il me sortira une autre objection derrière? Et quand tu fais les 3 métiers, c'est pas hyper simple. Tu m'étonnes. Du coup, tu as commencé à un peu aborder le sujet, Quentin, et je trouve que c'est intéressant de revenir là-dessus. C'est ce côté, déjà, quand on est associé, c'est sa boîte, puis en plus on est product, donc c'est son produit. Donc là, à récupérer les retours utilisateurs pour faire alimenter la roadmap et le produit, comment on arrive à un peu dissocier son ego et arriver à en tirer le constructif pour avancer et récupérer les besoins là-dessus? Non. Okay. L'ego, c'est le plus compliqué en vrai. Ouais. Franchement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont. Il faut qu'ils soient idéalement bien placés. Nous, typiquement, nous 3, je pense qu'on a un petit peu d'ego, mais assez rapidement, en fait, on sait se dire, ok, là, c'est pas une question d'ego, c'est juste une question de logique. Cet utilisateur, il n'y arrive pas. C'est pas parce que tu as mal développé, c'est juste qu'en fait, tu l'avais pas vu comme ça et il faut faire la modification. Et après, on prend pas évidemment toutes les demandes, etc. Mais à partir du moment où tu as 1, 2, 3 demandes, tu fais, bon, ok, il y a quelque chose, quoi. L'ego, peut-être, c'est quelque chose, si on parle vraiment de ça ici, c'est peut-être le plus compliqué quand tu es entrepreneur / développeur ou / produit. C'est qu'en fait, finalement, tu crées ton bébé. Et voilà, c'est comme si tu avais un enfant et tu as quelqu'un qui passait dans la rue et disait je t'habillerai pas comme ça, moi. Franchement, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, donc il faut juste dire ok, d'accord, et tu vas l'habiller autrement. Et voilà, c'est hyper compliqué. Et moi, ça m'arrive franchement de faire 1 heure de boud, revenir et dire ok, voilà, ils savent. Mais voilà, c'est genre juste, j'y réfléchis. Et puis après, je me dis encore une fois, oui, c'est logique et il faut le faire. Mais voilà, c'est en tout cas le plus compliqué à gérer. Et tu me disais aussi le fait d'être 3 dans ce genre de problématique, ça aide parce que du coup, il y a forcément quelqu'un qui a une autre perspective et vous prenez des décisions plus rapidement. Carrément. Pour avoir été solo founder plusieurs fois avant, c'était facile parce que je prenais les décisions moi-même. Sauf que t'as pas la vision de tout. Et c'est beaucoup plus facile d'être à 3 et de prendre les décisions à 3 puisque on s'est dit depuis le début, on s'est tapé la main dans la main comme ça, on s'est dit à partir du moment où il y en a 2 qui sont d'accord, on va dans ce sens-là. Et voilà, et c'est pour ça que je dis qu'aussi l'ego est bien respecté chez nous, c'est qu'on a respecté ça depuis le début. Et même si on n'est pas forcément d'accord, on dit ok, c'est bon. C'est un bon pacte. Ouais. Et toi, Laure, du coup? Alors nous, on n'avait pas forcément de problème d'ego, on avait surtout des problèmes de croissance. Ça se rejoint ou pas? Non, mais c'est vrai qu'au niveau de l'ego, on arrivait bien à se dire les choses et on essayait vraiment de s'aider, de s'entraider. Et alors ça, d'ailleurs, c'est une difficulté qu'on a pu rencontrer. C'est que finalement, à plein de moments, comme j'avais plein de casquettes et qu'ils étaient devs, j'avais besoin d'aide et de soutien. Enfin, en fait, c'est très différent. C'est-à-dire que j'avais besoin de soutien, mais pas forcément d'aide. Et à des moments, j'ai besoin d'aide, mais pas forcément d'eux. Et du coup, quand tu es associé, il faut réussir à faire cette différence-là à des moments. De dire là tu te trompes, essaye de voir différemment ou va chercher de l'aide ailleurs, ou alors juste t'inquiète, ça va aller, vas-y, tu vas passer le cap, tout va bien se passer. Et cette différence-là, je trouve, elle est difficile à tenir, surtout quand ça se passe pas hyper bien. Et tout le monde veut aider, tout le monde veut trouver une solution, tout le monde pense avoir la solution, et à des moments, il faut juste savoir s'écouter et trancher. Et moi, je sais qu'un des trucs que j'utilisais dans le produit, peut-être pour trancher, c'était toujours, je me disais, ok, est-ce que la fonctionnalité que je fais, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça répond à la mission principale que je me suis donnée au départ pour créer ce produit? Et du coup, est-ce que je vais aller taper sur des facteurs de motivation intrinsèques de mes utilisateurs? Est-ce que je génère de la valeur pour eux, de la valeur sur le long terme? Ou est-ce que je vais juste mettre une pièce dans la machine pour qu'ils utilisent, pour qu'ils fassent quelque chose? Est-ce que ça répond à une peur de mon utilisateur? Ça, c'était un critère que j'ai beaucoup utilisé et qui fait aujourd'hui, je pense en tout cas, pour moi, c'est une explication qui fait qu'on a autant d'engagement alors qu'on a très peu de fonctionnalités. C'est vraiment chouette. Et puis tu disais, vous, votre mission, vous avez passé du temps à la clarifier et à la tenir tout le long. Et finalement, ça vous a vraiment aidé à prioriser. Parce que quand tu te réfères à la mission, finalement, tu sais ce qui en sort ou pas, quoi. Et tu sais dire non aussi à des clients parce que, surtout en com interne, c'est tout de suite « Ah non, mais moi, je voudrais pas, mais ça, je voudrais que ce soit caché. Ah, mais lui, je veux pas, et ça. » Ben non, mais en fait, c'est pas nous. Ok, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, c'est pas nous. Et des fois, il faut faire la différence entre est-ce que ce que je vends est adapté, est-ce que mon produit répond à ce besoin, ou est-ce qu'en fait, cette personne va chercher complètement autre chose et je vais passer beaucoup trop de temps à réadapter mon produit pour lui. Ouais, c'est vraiment intéressant comme vision. Du coup, une dernière question, mais pas des moindres, pour
pour conclure la table ronde et passer aux questions côté public, est-ce que... Marion vous a présenté comme des serial entrepreneurs tous les deux. En quoi ces expériences d'avant et le fait d'avoir entrepris plusieurs fois dans d'autres contextes vous a permis soit d'éviter des erreurs, ou soit maintenant il y a des erreurs que vous avez vues et que vous préféreriez éviter si vous relancez un produit. Ok. T'as laissé la question difficile. Okay. Voilà. Ça, c'est une des erreurs. Alors... Plusieurs learnings, il y en a un paquet parce que tu te prends tellement de portes, dans tous les cas, c'est des montagnes russes. Mais peut-être premier learning, c'est imagine ta boîte comme si elle allait devenir grande, en fait. Et truc tout bête, mais depuis qu'on crée Caption, on documente beaucoup de choses. On imagine qu'on va avoir peut-être 4, 5, 10 recrutements, ce qui est en train d'être le cas. Là. Voilà, on recrute 5 personnes d'un coup. Donc on imagine encore une fois que ça va devenir grand et donc documente un maximum. Moi, par exemple, je parle du côté produit parce que c'est ce que je fais. Tout est documenté, tout est en anglais. Parce que je me dis que demain, encore une fois, il y aura peut-être des devs qui seront étrangers, et donc c'est quand même une bonne chose. Tout est modulaire, tout est indépendant. C'est-à-dire que potentiellement, demain, une personne peut arriver sur une feature bien particulière, il ne va pas casser le reste. Voilà, et ça, en fait, on le fait dans chaque division, en réalité, dans chaque division de Caption, pas que le produit et la tech. Donc ça, c'est une première chose. Et peut-être la deuxième chose, c'est pour revenir à cette histoire d'ego. En fait, tes utilisateurs, ils n'en veulent pas contre toi. Il y a un moment, en fait, s'ils te poussent des feedbacks, s'ils te poussent des retours, prends-les, vois si ça te semble pertinent, mais prends-les pas pour toi, en fait. Prends-les juste pour ta société, pour les améliorer ou pas, tu choisis. Mais en fait, voilà, c'est une bonne chose de les écouter non-stop. Et nous, typiquement, une des choses qu'on s'est dit le plus important, c'est jamais on mettra de bot qui répondra automatiquement à nos utilisateurs. Il y aura toujours quelqu'un au bout du fil. Alors, c'est drôle parce que parfois, ils nous disent coucou le bot ou des trucs comme ça, mais en fait, tu as toujours quelqu'un qui répond derrière. Du coup, ils sont un peu gênés. Mais voilà, ce qui est assez drôle quand même, juste petite anecdote, un des derniers messages qu'on a eu hier, c'était une aubergine avec le mot sexe. En fait, les mecs, ils pensent tellement que c'est des bots à chaque fois sur les sites qu'ils mettent n'importe quoi. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui répond derrière, après ils disent ah bah c'est pas un bot. Bon bah on peut parler en fait sérieusement. Et en fait, c'est comme ça que tu crées de la proximité et c'est comme ça que tu crées des communautés engagées. Voilà. Donc moi, typiquement, ça serait cette partie-là en tout cas que je retiendrai. Du coup, j'ai pu relire mes notes, merci. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Alors moi, c'est beaucoup d'erreurs que j'ai faites sur cette aventure-là, parce que j'en ai pas 15 non plus derrière. La première, effectivement, c'est l'association. J'en ai pas mal parlé, mais il faut vraiment trouver des personnes qui vont être complémentaires et comme ça, vous allez pouvoir vous nourrir chacun les uns les autres. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui a beaucoup compté, je trouve, et ça, c'est un truc qu'on a bien fait, c'est d'aller trouver le premier cercle de early adopters, celui qui prouve que vous créez de la valeur. Le produit, quand vous le faites, vous avez une mission, vous avez envie de créer cette valeur. Vous devez vraiment être focus sur comment je délivre la valeur et comment je m'assure que cette valeur, elle va être pérenne sur le long terme. Et finalement, après, tu t'appliques à dupliquer ça. Bon, la duplication, nous, on n'a pas réussi à la faire. Donc ça, c'est un autre conseil. Concentrez-vous ensuite sur la duplication, l'acquisition. Je pense que c'est hyper important. Et puis voilà, après, si sur le produit, ce qui compte le plus, maintenant je me rends compte, c'est de se lâcher un peu à des moments. On pense le truc, on réfléchit, on a de la data, et c'est très bien, ça vous aide à poser des éléments rationnels sur quelque chose d'irrationnel. Le produit, c'est un truc qui vous motive, en fait, il faut vous amuser. Effectivement, c'est une interaction homme-machine, mais en fait, dans homme-machine, il y a homme quand même au milieu, et il faut aller apporter un peu d'émotion, et maintenant, si je devais redévelopper un produit from scratch, franchement, je me lâcherais, j'irais chercher des trucs un peu improbables et je testerais des trucs en me disant « c'est couillu ça, ouais tiens on va l'essayer quand même pour voir ce que ça donne ». Et je me mettrais beaucoup moins de barrières et beaucoup moins de limites. Et effectivement, le produit parfait au début, tu t'en fous, tu vas peut-être faire un truc juste fun qui va te faire marrer et c'est ça qui va générer quelque chose et tu vas créer quelque chose à partir de ça. C'est un bon mot de la fin. J'aime bien. Merci beaucoup à tous les deux.